Alors la Chine, en fait, la crise, elle est continuelle. C'est-à-dire que tous les 2-3 mois ou tous les mois, on peut avoir quelque chose de nouveau qui peut effondrer le château de cartes qu'on a monté et on doit tout reconstruire. Donc ce qu'ils ont créé, c'est des hôpitaux virtuels qui sont en fait certifiés avec des médecins qui sont connectés dans les pharmacies. Des gros booths en fait de diagnostic, on rentre dedans et on est totalement pris en charge de A jusqu'à Z et on sort de la capsule, le traitement il est déjà... On a eu quelqu'un en face qui a réussi à finaliser un diagnostic. Donc au lieu de trouver, refaire quelque chose, en fait avec l'équipe on a réfléchi, c'est quoi l'écosystème technologique, de services, d'entreprises déjà en fait intégrées dans la chaîne et le flux en fait de gestion du patient. Et au lieu de faire un partenariat, on essaie de faire un écosystème. Au lieu de réinventer quelque chose, utilisons les forces des uns et de chacun parce qu'on va tous y gagner. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Minds. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec Guillaume Delmotte. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci de me recevoir, Nathalie. Guillaume, pourquoi tu es là aujourd'hui ? Parce que riche d'un parcours très international, avec 20 ans chez Ipsen, avec de l'Europe, de la Russie, de la Chine. Et c'est justement cette dernière étape qui m'intéresse tout particulièrement. On va parler de la Chine aujourd'hui. L'objectif de la conversation, c'est d'avoir une carte très détaillée de ce qui se passe en Chine aujourd'hui par quelqu'un qui en revient, qui vient de déposer ses valises à Paris. Exactement. Et qui va nous raconter du coup ce qu'il a vu. Je crois qu'il a vu un peu de futur de la pharma. Il a vu des smart hôpitaux. Il a vu comment l'IA peut transformer une société et comment aussi la pharma du coup prend ce train quand elle est dans une société qui se transforme. Donc voilà, en gros, moi, ce que j'ai envie de savoir, bien sûr, autour de ça, on va avoir un parcours de leadership hyper intéressant, si ça te va. Ça me va très bien. Bien sûr, oui. Je n'aurais été que témoin de ce que j'ai vu. Je ne connais pas tout de la Chine, mais c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes pour nous à reprendre, ou en tout cas à repenser, probablement dans nos sociétés et dans ce monde pharma. Ouais, on voit que c'est une place émergente. Écoute, pour commencer, Guillaume, j'aimerais peut-être commencer par comprendre un peu ce parcours. Comment t'es arrivé peut-être à un parcours très international comme ça, tourné vers ailleurs ? Alors, totalement par hasard, en fait. Je dirais même que je suis rentré dans la pharma par hasard. Je sortais de l'école, recherche à la suite de l'ESSEC sur un stage. J'avais différentes voies. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a donné envie de travailler pour cette personne. Et en fait, elle me signifiait qu'elle voulait travailler aussi avec moi, qu'elle ne savait pas quoi faire de moi. Et donc, je suis rentré dans la division internationale d'Ipsen, d'il y a 20 ans, qui était tenue par un monsieur qui s'appelait Claude Cholet, et qui, lui, était un constructeur, en fait, je dirais, d'équipes et de puzzles. Donc, c'est ça qui m'a amené, en fait, dans le monde de la pharmacie. Et là, j'y ai découvert tout un monde, en fait, très international, parce qu'on avait cette partie de division internationale, qui couvrait donc l'Europe et donc l'Asie, déjà. Et en fait, il y a 20 ans, je suis déjà allé en Chine sur un premier projet à Tianjin. On était localisé à Tianjin, 4e ville de Chine. Et c'est ça qui m'a donné le goût d'aller voyager. D'accord. Mais je n'avais pas, en fait, d'intention particulière d'aller découvrir tous ces environnements. Et donc, ça a été un début avec des rencontres. Alors, en fait, au tout début, je travaillais donc sur la zone Europe et Asie, donc je voyageais très souvent dans cet environnement-là. Puis, en fait, on m'a proposé la Russie. Donc, je suis parti en Russie pendant 2 ans à Moscou, pendant 2 ans et demi. On est revenu en France après avec ma famille. On a passé 7 ans dans l'industrie pharma, mais en France, sur différentes positions. Et puis après, je suis parti en Pologne. Après, j'ai pris la Chine. Donc beaucoup de différences culturelles. Et donc, je sais pas, tu as voulu aller en Chine ? Comment ça s'est passé ? De manière surprenante, non, pas forcément. Alors, je dirais que si je regarde mon parcours, en fait, je me rends compte que chaque progression, ou en tout cas changement, c'est soit la rencontre d'une personne qui me donne soit de la confiance ou qui me donne envie de travailler pour lui. Voilà, la Russie, c'est le GM russe qui vient me voir un matin et qui me dit « J'ai envie de travailler avec toi, viens en Russie, j'ai besoin de quelqu'un comme toi ». La Pologne, c'est « Non, mais maintenant, il faut que tu arrêtes de faire business unit head, il faut que tu ailles choper le general management et voilà, tu peux aller là ». Donc, c'est la rencontre d'une personne, puis parfois des décisions un petit peu sans réfléchir.
le gut feeling, ouais, pourquoi pas. Donc la Chine, quand on me l'a proposé, je suis pas venu la chercher. La Chine, en fait, j'y étais allé il y a 20 ans. Et j'avais toujours dit à ma femme, on ira partout dans le monde, mais Sauf pas en la Chine. Et donc, Ne de jamais dire manière jamais. rigolote, et voilà, donc novembre 2020, le groupe vient à moi et me propose en fait un projet qui est la restructuration, la reconstruction en fait de la filiale Chine, d'Ipsen, mais un projet un peu pharaonique dans lequel je rentrerai dans le détail. Et alors là, il y a trois choses que j'ai vues. La première, c'est faut jamais dire jamais, parce que on se retrouve finalement procéduralement à aller vers ces À endroits-là. réaliser tous ces plans. Le deuxième, c'est que le projet était quand même très très ambitieux et moi je pense m'a appris énormément de choses et donc ça valait le coup. La troisième, c'est que bon, la Chine c'est quand même le deuxième marché mondial pharmaceutique avec ses spécificités. Là, depuis 20 ans, il y a un bond technologique, un bond en fait économique de ce pays. Bon, ça mérite quand même d'aller regarder. Puis on parlait de Shanghai comme la New York en fait de l'Asie. Donc on s'est dit pourquoi pas, allez, on saute le pas, on part en Chine. On est en quelle année là? Juste avant le Là, Covid? c'est ou quoi novembre 2020. 2020, ouais. Début de Covid. Le Covid. Et donc je suis nommé au janvier 2021. Et c'est donc un leader qui m'a dit viens, on va travailler ensemble, on va reconstruire en fait cette Chine. Et donc Pas forcément voulu, je dirais. Ouais, c'était pas forcément voulu. Exactement. Après, tout s'est enchaîné. Période Covid. Et tu t'es pas dit, vas-y, j'aime bien cette question. Tu t'es pas dit, j'ai peur de faire ça? J'ai peur. J'ai peur de faire ça, c'est trop pour moi. On a toujours peur, en fait. Je pense que. Genre, je suis pas la bonne personne ou c'est trop, ça va être trop. Si, il y a le vertige. Je vais pas y arriver, ouais. Il y a le vertige, en fait, du projet. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Le challenge, en fait, qu'on voit et puis toutes les personnes aussi, parfois qui t'aident pas, en fait, dans peut-être la difficulté que ça puisse être. Après, moi, j'avais un collègue qui m'a toujours dit, on prend tout. Tu prends tout, en fait. C'est toujours une occasion, en fait, d'aller chercher quelque chose. Donc, il faut sauter. Donc, voilà. Ouais, donc tu as sauté, c'était le Covid. Tu as commencé, tu racontais, par faire ça à distance, c'est ça? Pas en Corée? Alors, ça a été quand même très, très dur. Au bout de 6 mois, comme on n'arrivait pas à rentrer, on m'a déplacé en Corée du Sud en pensant que j'allais rester 3-4 mois. Et en fait, je suis resté 1 an et demi. Et on pensait que, en fait, obtenir un visa d'entrée à partir de la Corée serait plus facilité. Ouais. Et en fait, quand je suis ressorti de ces 2 ans vraiment d'autarcie, je dirais, en tout cas d'isolement, j'ai dû réapprendre à recommuniquer de manière, en fait, humaine dans le travail. J'entends, t'es pas quand même totalement isolé. À recommuniquer de manière humaine avec l'équipe. Ça t'a fait changer des choses? Pas mal. En fait, le silence est plus puissant que la parole, parfois. Pour laisser passer, laisser parler, écouter. Après aussi, j'ai appris à prendre du recul. Et en fait, pour la Chine, sur cette expérience, il faut prendre du recul. Qu'est-ce que ça veut dire, le recul? Ouais, en étant loin des gens, c'est ça aussi? Ou pas? Même dans les drames, les petites crises ou les crises. J'étais accompagné par un coach qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, en fait, un jour, il me disait, en fait, une histoire qui est assez drôle. C'est, si tu as un problème et que tu as une solution, tu n'as pas de problème. Si tu as un problème et que tu n'as pas de solution, tu n'as pas de problème. Puisque tu n'as pas de solution. Pas besoin de s'inquiéter, en fait, du problème. On va faire avec. Voilà, il faut faire avec. Il faut prendre le temps, en fait, de trouver la solution à ce problème et ne pas rester dans l'inquiétude ou autre. Donc, je dirais que dans ces phases un petit peu de... Et c'était quoi le rapport avec la Chine, ça? Parce que, en fait, tu te retrouves... Ils le gèrent différemment, c'est ça? Alors, la Chine, en fait, la crise, elle est continuelle. C'est-à-dire que tous les 2-3 mois ou tous les mois, on peut avoir quelque chose de nouveau qui peut effondrer le château de cartes qu'on a monté et on doit tout reconstruire. Un genre de nouveau et de profond, quoi. De structurel. Mais pas forcément. Non. De temps en temps, ça peut être simple, une petite chose, mais qui peut faire dérailler, si tu veux, toute la mécanique. Par exemple... j'ai crise macroéconomique. On ne va pas tout de suite penser, mais comme 50% du marché pharma est drivé par le out of pocket, le paiement des gens, en fait, les gens ont fait des choix de traitement. D'accord. C'est-à-dire que les médecins nous racontaient ils ne voulaient pas se traiter parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Par exemple, on a des appels d'offres, enfin, en tout cas, ce qu'on appelle des VBP, Volume Based Procurement, donc c'est des baisses de prix en fait massives. Et là, on arrive sur un jeu
qui est si tu ne donnes pas 15% de baisse de prix, tu rentres même pas dans le marché. Ok. Et après, c'est compétition avec les autres. Donc là, en fait, c'est des heures carrées de réflexion. Alors, si le compétiteur, il fait ça, et nous, comment on fait? Avec 2 enveloppes, on donne 2 prix. Un premier prix qui te qualifie pratiquement, et le deuxième prix, c'est ton deuxième essai, la deuxième proposition pour essayer de battre les autres. Une espèce de poker menteur, où, par exemple, moi, je me retrouve en fait au bureau, puis il y a 20 policiers qui rentrent dans le bureau. On est sur une descente pour essayer de voir si on n'a pas d'acte de corruption, ou en tout cas de pratique de corruption. Bon, quand ça t'arrive, une prise de panique de l'équipe, mais nous, on apprend, enfin, en tout cas, j'ai eu la chance, à force de prendre des coups de poing, je dirais, de prendre un recul. Donc, passer à l'action tout de suite dans la crise, ou prendre le temps de la réflexion dans la crise, donc pas décider à chaud ou autre. Donc voilà, donc ça... Et les gens avec qui tu travaillais, ils n'étaient pas plus habitués que toi à tout ça? Ça vaut ce que ça vaut, mais moi, j'ai lu pas mal de livres sur finalement la pensée et la culture asiatique, d'abord. J'avais un coach qui avait vécu 40 ans dans le monde Asie et qui me donnait quand même des petits trucs et astuces. Un des trucs et astuces, c'est qu'il me disait le temps n'est pas linéaire dans la vision asiatique, il est circulaire. Donc en fait, nous, on a un début, une fin. Eux, il n'y a pas de vision de début et de fin. Donc chaque problème devient un nouveau problème. Il n'y a pas de reproductivité ou de répétabilité de ce qu'ils ont construit sur une solution qu'ils ont développée sur une situation. C'est-à-dire qu'en fait, ils réinventent un peu l'eau chaude à chaque fois. Ou ils se réinventent à chaque fois à réfléchir comment ça fonctionne. Alors pourquoi ? Donc il y a cette vision un peu en fait du temps qui est circulaire, et puis il y a une deuxième en fait dominante, c'est que l'État chinois, c'est un État très centralisé avec une exécution décentralisée. Ce qui veut dire qu'une décision est prise au niveau étatique avec un objectif. Et chaque province, donc tu as 31 provinces de 40 millions d'habitants environ, donc des belles provinces. Chaque personne au niveau provincial, donc le gouverneur en fait, à peu près de cet État, de cette province, va décider comment il va mettre en application une règle pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc on a 31 cas de figure. D'accord. Alors bien sûr, il y a des choses qui se confondent. Donc ça veut dire quoi ? Ils sont habitués à ce que ce soit pas standard ? À ce qu'il n'y ait pas de choses standards ? Ok. Ils sont habitués à naviguer. Il y a le guanxi aussi qui fait partie en fait de leur travail de tous les jours. Le guanxi, c'est le réseau. Alors, il y a le réseau premier, donc ils naviguent dans le réseau. Donc la solution, parfois, n'est pas technique. Elle va être un peu de relationnel qui va permettre de mettre de l'huile dans le voyage. Exactement. Donc c'est une réinvention continuelle. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de la solution. Ouais, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, quoi. Exactement. Et qui sont accessibles aussi. Exactement. Et puis qui parfois en fait ils s'imaginent pas réussir des choses, et puis si on les lance, si on se lance dans un projet qui peut être totalement iconoclaste d'une certaine manière, ils vont y aller à fond sans se poser de questions. Ouais. Il n'y a pas de réticence trop, du coup. Ouais. Exactement, et voire même bousculer les barrières qu'ils avaient en fait dans leur tête. Ah oui. Parce que la force de cette vision de la solution n'est pas unique, elle est multiple, et elle doit s'adapter à la réalité du contexte. D'accord. Tu vois ? Ouais. Donc, ils sont très habitués à... Une fluidité. Ok, ouais. Réinterpréter le contexte à chaque fois et faire le vide, en fait. Enfin, l'Asie, c'est une page blanche et on refait... C'est le contexte. D'accord. Qui est en fait la chose la plus importante. Donc ils sont forts en ce moment, quoi. Alors, dans un contexte incertain, ils sont peut-être plus forts que nous. Ils sont en confiance, oui. Mais néanmoins, parfois, ils peuvent être paralysés parce que quand ça devient circulaire, comme ils réinventent une solution, ils prennent du temps. L'optimisation, en fait, dans la progression, parfois, elle est un peu ralentie. D'accord. C'est qu'on reprend tout à zéro. Ouais. Alors que... T'as un exemple là de me donner où tu me dis parfois un truc iconoclaste, en fait. On peut les tenter là-dessus et finalement ils disent OK, ils sautent. Moi, j'en ai eu. Alors, par exemple, le prix est très réglementé en Chine avec des facteurs de progression qui sont par la loi, en fait. Donc, une règle qui est étatique, inscrite. Et un jour, en fait, un peu en rigolant, je leur dis, et si on s'affranchissait de ça ? D'accord. C'est lié à quoi les facteurs en fait, on avait des formulations 1, 3 et 6 mois. Alors, si je simplifie, on va dire 1, le 3, c'est x3, le 1. En fait, c'est pas x3, c'est 2,80.
Donc, c'est une règle, en fait, qui vient de je ne sais où. D'accord, l'État. Et donc, on voulait lancer un produit en 6 mois. Il fallait qu'on négocie le prix dans 31 provinces. Donc, c'est du travail. Et donc, on passait sur la préparation de l'accès au prix ou autre. Et je leur ai dit, mais si on s'affranchissait de cette règle, si on en inventait une nouvelle, à bien sûr appuyer sur des données de Real World Evidence, de Health Economics ou autre, pour démontrer la valeur proposée dans le temps. Ok. Et donc, une fois qu'ils sont partis, ils ont réussi à breaker cette règle, en fait. Il y a 2 ou 3 qui ont accepté, puis après, par le réseau, ils ont travaillé sur les autres réseaux. Donc, ça fait changer un petit peu la loi locale, quoi. Ça fait changer, en fait, la loi locale. Et surtout, maintenant, dans les appels d'offres, ça nous permettait, en fait, de renforcer la valeur produit et de ne pas se retrouver, en fait, embarqué dans les baisses de prix des autres formulations, quoi. Ouais, ok. Donc, en fait, ils ont inventé un espèce de nouveau modèle de valeur, de valorisation. On a coupé le lien entre 1, 3 et 6. Ouais. En proposant une valeur différente. Exactement. Ok. En tout cas, une interprétation différente. Donc, une histoire différente, ouais. Enfin, une manière d'une vision, donc l'officier un regard différent, ouais. Okay. interprétait donc la valeur du produit, mais en dehors du champ classique. Ils ont accepté de regarder ça, ok. Intéressant. Et ça, c'est un travail de continuellement, en fait, de négociation, d'influence, de réflexion, donc ça veut dire que c'est très proche. Ça veut dire que les politiques sont très proches acceptent d'être très proches des industriels pour avoir justement ce contact très proche, ou comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si je résume la Chine pour la simplifier pour tout le monde, la Chine, c'est l'Europe, d'une certaine manière, et sur le cycle donc d'un produit. On obtient une AMM au niveau européen. En Chine, c'est pareil, vous allez obtenir un enregistrement, donc voilà, une autorisation, en fait, de commercialisation sur le marché. Et puis, une fois qu'on a obtenu l'AMM au niveau européen, on va la cascader, en fait, dans chacun des pays de l'Europe, qui va avoir ses règles de fixation de prix et ses règles de remboursement. D'accord ? C'est pareil en Chine. La seule différence, c'est que le prix va être négocié une seule fois au niveau central. Donc, c'est comme un prix européen. Exactement. On a un prix européen au niveau chinois. Mais après, alors là, tout devient, en fait, toute la mécanique, en fait, d'interprétation et d'exécution, en fait, du pays. C'est que dans chaque province, on va devoir renégocier un remboursement, un statut du produit par rapport, en fait, aux politiques de santé de la province. Ah oui, ok. Rentrer, en fait, le produit dans un appel d'offres, sur une plateforme, en fait, de commercialisation. C'est comme un autre pays qu'il faut plugger, en fait, pour faire rentrer les camions. Puis après, il faut rentrer le produit au niveau hospitalier. Donc, c'est des listings qui n'interviennent pas tous les jours, avec un nombre, un nombre défini de produits qui peut être présent. Il faut faire rentrer un produit, il faut faire sortir un produit, pratiquement. Bon ? Okay. Exactement. Et donc, tout ça se démultiplie. C'est l'histoire de maîtrise de coûts, en fait, hospitalier, avec des KPI qui sont à l'inverse de l'intention, en fait, de traiter parfois. D'accord. Donc, toute cette chaîne fait que chaque province, on avait des équipes de local market access, des équipes, bien sûr, médicales, des équipes commerciales. Commerciales, j'entends distributeurs, gestion des distributeurs, approvisionnement, logistique, des équipes marketing, pratiquement, et des équipes, bien sûr, de vente. Donc, on avait des mini-entreprises dans pratiquement chacune des provinces. D'accord. Et puis, une province, pour que même les gens prennent en considération ce que ça veut dire. Alors, donc, la Chine, c'est la taille en géographie comme l'Europe, mais tu as 4 fois plus d'habitants. Une province, en moyenne, c'est 40 millions d'habitants, jusqu'à 180 millions d'habitants. Donc, c'est un très, très gros pays. Gros pays, oui. Et un PIB qui peut être équivalent à la Belgique. Shanghai, c'est le PIB de la Belgique, toute seule. Et c'est 25 millions d'habitants. Donc, c'est appréhender, finalement, des pays, même, par exemple, parfois des manières de penser un peu différentes dans un même pays. D'accord. Donc, cette décentralisation de l'exécution amène qu'on adapte la tactique. Et en fait, il y a même un statement de Sun Tzu, qui est donc art de la guerre, c'est la géographie commande la stratégie. Donc cette dimension du contexte, du landscape, des forces en présence, va à la fois orienter une stratégie tactique à implémenter en fait dans le pays. De toute façon, ils ont une politique de santé locale et... Ils ont des politiques de santé locale avec leurs objectifs. Alors, il y a des régions qui sont plus ou moins pauvres par rapport au reste du pays. Donc, c'est vrai que Shanghai est peut-être mieux loti en termes d'innovation, de couverture de l'innovation, par rapport à une province qui est plus vers l'ouest et qui a, elle, peut-être moins de ressources, qui va plus se focaliser sur le cardiaque ou le diabète, pour le coup.
Il faut faire rentrer son produit dans cette Ok. logique-là. Et du coup, est-ce que chaque province a en gros ses axes stratégiques, même de médicaments, en fait, quand ils disent, moi, j'accepte les nouveaux là-dessus, par exemple, et les autres, j'ai des conditions plus difficiles ou... Chaque Est-ce que c'est province, clair, quoi? exactement, Ouais. fait un peu. Alors, ils ont une politique plan de santé stratégique. générale Ouais. qu'ils doivent appliquer, bien sûr. Après, ils ont la capacité d'avoir en fait une flexibilité pour adapter cette politique de santé générale à leur niveau local, en tout cas provincial. Mhm. Mais ils rentrent quand même dans le cadre. Mhm. Après, c'est le produit en tant que tel. Dans un premier temps, il faut rendre sa valeur. Il va être remboursé au niveau de la province. Mhm. On va dire un certain pourcentage. D'accord? Mais moi, j'avais mon produit qui peut aller de 0 à 90%. Ok. Mais après, il y a un trick chinois. C'est qu'ils vont rentrer en fait une valeur mensuelle. Donc, par exemple, mon produit est remboursé à 80%, il coûte 100 euros. Donc, il n'y a plus que 20 à payer de sa poche. Mais l'État, en tout cas la province, ne rembourse que 50 par mois. Ok, ouais. Et une fois qu'on a ça, c'est que franchise, si ouais. on veut donner la disponibilité du produit, il faut rentrer dans chacun des hôpitaux Oui. de la province, qui a ses règles et sa manière, en fait, finalement, de gérer son stock produit. Et je vais donner un chiffre. Par exemple, sur les 3 dernières années, il y a beaucoup de nouvelles molécules qui ont été validées et approuvées au niveau central. Sur les 300 hôpitaux, les top hôpitaux de Chine, seuls 25% d'entre eux ont ces médicaments dans leur pharmacie. Oui, c'est ça. Donc, il y a une mixité, je dirais qu'il y a une hétérogénéité de l'accès au marché, en fait, à la fois en Chine. Et c'est ça qui rend, en fait, finalement, l'exécution assez dure dans ce pays. Et donc, il y a vraiment cette connexion entre la stratégie et la tactique qui est clé avec une vision du contexte, en tout cas de l'environnement, qui est difficile. Donc, il y a besoin de naviguer constamment entre une vision unique d'une stratégie globale à imprimer avec une flexibilité tactique qui doit en fait se développer dans chacune des provinces. Alors bien sûr, il y a différents business models parce que suivant alors nous, en tant que groupe pharmaceutique de moyenne taille, on ne couvrait pas toute la Chine physiquement. On avait 50% en fait de la Chine qu'on couvrait, c'était 16 provinces, et le reste était donné à un partenaire commercial avec qui on travaillait donc de manière très alignée parce qu'il fallait qu'on ait un même discours. Donc on peut pas en fait adresser la Chine dans son immensité. Si on n'a pas les ressources et les moyens et le footprint, et même des compétiteurs chinois ne peuvent pas en fait footprinter, je dirais, totalement la Chine. Quoi. D'accord. Et du coup, toute cette histoire d'accès, en fait, c'est voulu, c'est assumé par l'État. C'est comment ils communiquent là-dessus, au point de vue En fait, il y a un double global. discours. Si on prend la courbe de vie, ou en tout cas d'un produit, donc il y a cette entrée dans le marché, il y a l'uptake, on va dire, de lancement, puis après, une phase un peu de stabilisation, l'entrée des compétiteurs et attendre, après la chute du patent ou autre. Donc, si on fait ça, en fait, il y a eu énormément de progrès en Chine sur toute la première partie qui est l'entrée des produits en Chine. Depuis les 10 dernières années, ils ont recadrer quand même leur système d'enregistrement, recadrer en fait aussi leur capacité. Les nouveaux, Exactement, essais cliniques, ils sont remis aux standards internationaux. Donc, ils ont recadré tout le système pour faire rentrer un maximum d'opportunités de traitement dans le pays. Donc ça, c'était quand même une superbe en fait envolée même de ce marché qui était un marché de croissance à cette époque. C'est-à-dire que ça croissait à 30, 40%. Donc tout le monde gagnait un petit bout sur le chemin en fait de ce projet. Mais en fait, ils ont organisé tout leur système de santé autour d'un système de remboursement. Okay, donc, ils ont mis en place un système de remboursement national qui s'appelle NRDL, donc voilà, l'enregistrement des produits. Mais ils ont tout misé sur l'hôpital. D'accord. Donc, on a énormément d'hôpitaux, mais il n'y a pas de ligne de front en fait qui empêche. Ça date de quand ça ? Tu sais me dire ? Le tout hôpital ? Ouais. Ça a toujours été en fait, il y a vraiment l'hôpital qui est le cœur en fait du soin à 80%. D'accord. Après, il y a des community centers dans lequel. Donc, il y a un engorgement en fait qui se passe au niveau en fait du nombre de patients et des besoins de santé qu'il y a en fait dans le marché, en tout cas dans le pays. Ce qui fait que comme il y a trop c'est engorgé, ils ont mis en place en fait tout un système de maîtrise des dépenses. Et donc, dans ce système de maîtrise de dépenses, il y a des règles qui ont été créées et réinterprétées par du local
qui arrivent à des choses qui sont complètement antinomiques. Par exemple, un hôpital va dire, bonne règle, bon, on a besoin de cette molécule, mais on n'a pas besoin d'avoir les 5 compétiteurs, ou 5 acteurs, j'en n'en prendrai que 3, très bien. Mhm. Mais règle après complètement folle, c'est, oui, mais si je veux les 3, je vais prendre une formulation de chacun. Donc lui, il aura le 1 mois, j'aurai le 3 mois et le 6 mois. Oh là là. Donc, et on sait quand même que les molécules, elles n'ont pas toutes la même quand même efficacité, suivant la population, enfin, il y a diverses raisons. Donc, le choix de traitement, en fait, va se retrouver un petit peu bizarre, hasardeux, si tu veux. Donc ça, tous les jours, il faut éduquer et pousser. Donc, si tu veux, une fois que tu as donné la direction et que tu as une exécution qui se réinterprète au niveau local, tu peux avoir des situations qui sont un petit peu aux opposés de l'intention. Okay. Donc, je dirais que c'est ça qui peut créer cette limitation à l'accès. Après, on revient à des éléments classiques, parce que la Chine, la Pologne, la Russie, tous ces marchés, tous ces pays ont les mêmes problématiques, en fait, comme la France. Oui, l'Europe aussi. Donc, voilà, exactement. On est sur population vieillissante avec un énorme besoin de soins. On est plus dans le curatif que dans le préventif. On a des systèmes qui sont engorgés, en fait, finalement, par la demande. C'est intéressant de savoir que tout le monde est à la même enseigne. Exactement. Des produits qui arrivent, qui sont des révolutions, qui ont une vraie technicité, mais dont les États ne peuvent plus payer le full price, en tout cas le prix demandé. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre comment je donne du bon soin dans mon pays à un prix qui reste abordable. Et ils ont la même contrainte comme nous on a, en fait, finalement. Okay. Et je pense que ça devient de plus en plus aigu. Ouais. Et comment est-ce que tu saurais me dire des manières, je ne sais pas, intelligentes, peut-être qu'ils ont essayé d'utiliser pour la résoudre Alors, ou pas? Plein de choses, pour le coup, que j'ai vu et que j'ai pu expérimenter. La première des choses, je vais focaliser là-dessus, c'est les hôpitaux, les Smart Internet Hospitals. Donc, comme ils sont tout hôpital, que pour un rhume, pas changer ça, on va à l'hôpital. Pour malheureusement un cancer, on va à l'hôpital. Donc vraiment, c'est pour une diarrhée, on va à l'hôpital. Donc ça engorge en fait le système. Donc ce qu'ils ont créé, c'est des parcours de soins digitalisés pour tout ce qui est petites pathologies, avec des hôpitaux virtuels qui sont en fait certifiés, avec des médecins qui sont connectés. Donc il y a des acteurs qui ont des licences hospitalières en fait virtuelles, où là c'est comme si on traversait en fait tout un hôpital, un parcours de soins connecté aux pharmacies. Donc, ils essayent de délocaliser une partie du flux patient sur du virtuel qui peut être adressé en fait simplement. À tel point que, quand je dis hôpital virtuel, c'est qu'on peut avoir pratiquement aussi un parcours de soins et de traitement en fait d'un cancer à travers l'hôpital virtuel. D'accord, ok. Ouais, l'idée, c'est que petit à petit, avec les progrès d'un médicament, on fait passer les pathologies en virtuel. Exactement. Nous, on balbutie dans la télémédecine. Par exemple, en France. D'ailleurs, j'en ai profité là, cet été parce que j'avais un problème. Je me suis connecté au petit ordinateur derrière, en fait. Eux, en fait, ils créent des booths complets avec tout un ensemble de diagnostics. C'est où? Ça se passe où? C'est dans la rue? C'est où? Dans les pharmacies, en fait. Les pharmacies. Des gros booths, en fait, de diagnostics. On rentre dedans et on est totalement pris en charge, de A jusqu'à Z. Et on sort de la capsule. Le traitement, il est déjà... On a eu quelqu'un en face qui a réussi à finaliser un diagnostic. Alors, parce que eux aussi, il y a une culture de la digitalisation qui est très avancée. Moi, j'ai un téléphone, je n'avais plus besoin de carte bleue, de quoi que ce soit. Ils ont le WeChat, qui est leur WhatsApp local, mais qui intègre toutes les fonctionnalités. On peut payer en fait son électricité par le WeChat, on peut faire un contrat d'assurance vie par le WeChat, on peut ouvrir ou acheter une bagnole par le WeChat. Donc voilà, et tous ces éléments-là, en fait, sont rassemblés déjà dans le téléphone. Donc ils ont déjà, je dirais, une culture digitalisée en fait de tout ça. Donc, moi, les hôpitaux virtuels, ça m'a toujours, en fait, j'ai trouvé ça, en fait, fabuleux. En plus, comme ils ont les données, ils pluguent de l'IA pour aller encore plus vite. Donc, ils ont un terrain de jeu dans lequel ils s'amusent, en fait, avec beaucoup de data. Et donc, je trouve que ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir, qui seraient intéressantes à ramener, quoi. Donc, ils essaient de désengorger par l'hôpital. Bien sûr, ils prennent nos idées. Ils sont en train de réfléchir sur les fameuses enveloppes, en fait, patients, au lieu de payer, en fait, chaque acte. Donc d'une T2A à une DRG, DGR. Donc ils prennent de nos idées, mais j'ai trouvé quand même qu'ils ont quand même des belles réflexions en tout cas sur le flux du patient et comment. Ils ont créé aussi, si tu veux, ce qu'ils appellent Home Inward. Donc tu peux être hospitalisé et amené directement chez toi
avec tout un ensemble, bien sûr, de métriques et de personnes qui va se déplacer, parce qu'il y a quand même du contact physique. Mais c'est organisé, donc il y a beaucoup de distributeurs C'est qui pour, se par exemple, projettent. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est pour augmenter la capacité de lit. Au lieu d'avoir 100 Ouais, lits, je veux dire les personnes âgées qui peuvent rester longtemps à l'hôpital, bloquer un lit alors qu'il n'y et a pas même un grand-chose. cancer de D'accord, prostate ah oui. traité dans la journée, hop, avec des complications, bien sûr, à type de patient, peut-être avec peu de risque de complications. Donc ça veut dire que, ouais, ils estiment que c'est suffisamment safe et en fait ça va eux leur faire gagner un lit, c'est ça, de quelqu'un qu'ils ont besoin d'avoir Exactement. sous les yeux un Exactement. peu plus, ok. Ouais. Et ça se passe comment du coup ça c'est du coup il y a des services en fait qui sont c'est quoi, c'est les soins, c'est quasi l'équivalent d'un soin à domicile ici, c'est qui fait ça? Les hôpitaux sont pratiquement des entreprises, travaillent avec des distributeurs, Ouais. logisticiens, mais très avancés. Ouais. Donc ces distributeurs-là, en fait, Ok. ne délivrent plus un produit. En fait, ils vendent même des services. Ils construisent des services avec les hôpitaux et voire Ok. avec nous. Ok. Donc tout est pris en charge, en fait. Enfin, en charge. Tout est pris et coordonné, en fait, dans un continuum, en fait, d'acteurs qui va donc permettre à ce que la personne, bien sûr, arrive de manière sécurisée et le plus safe possible dans son chez lui. Et vous avez participé à des trucs comme ça? Enfin, vous êtes intégré dans des On a commencé à travailler sur cette des solutions dominante-là. comme ça? Ouais. On y reviendra peut-être plus tard, mais on a voulu réfléchir. On lançait un produit dans la maladie rare. Vas-y, ouais. Maladie rare, qui veut dire, on a 3 problématiques qui sont pareilles partout. Il faut trouver le patient. Parce que parfois, le patient ne sait pas. Et puis, il y a une errance. Il faut éduquer le médecin. Et il faut avoir le bon traitement au bon moment. Puis le dernier point, donc parfois, bon traitement au bon moment, c'est test génétique si besoin ou autre. Et à la fin, il faut accompagner le patient. On est sur une maladie rare et donc il y a une chronicité, si tu veux, dans le traitement. En fait, ce que j'ai remarqué, en tout cas à travers mes différentes expériences, c'est qu'on réinvente tous les jours quelque chose qui existe déjà. Par exemple, les programmes patients, patient management. L'industrie pharmaceutique s'est lancée dans les applications. Okay, on a tous créé son application. Notre Depuis application. 20 ans, ouais. Puis après, on avait toutes les peines du monde à la faire adopter par les médecins. Et on poussait ça pendant 2 ans. Puis au bout d'un moment, le chef de produit partait, puis tout le monde s'en foutait, et ça mourait de sa belle mort, et personne ne l'utilisait. Ouais, il y avait 20 médecins qui l'avaient utilisé. Donc, au lieu de refaire quelque chose, en fait, avec l'équipe, on a réfléchi, c'est quoi l'écosystème technologique, de services, d'entreprises déjà, en fait, intégrés dans la chaîne et le flux, en fait, de gestion du patient. En tout cas, les moments clés où le patient va avoir un partenaire avec qui on devrait travailler. Et au lieu de faire un partenariat, on essaie de faire un écosystème. Donc, je vais prendre un élément. Le distributeur, enfin 2 éléments. Un distributeur a déjà monté son application de patient management dans le diabète parce qu'il avait compris que, puis ces pharmacies de chaîne, s'il améliore l'observance, il a des revenus qui sont plus stables. Au lieu de prendre la pilule, je dirais 6 mois dans l'année, et 7-8 mois de gagner. Donc, il avait monté ce projet. Donc, nous, on lui a proposé, on va faire la même chose, mais pour cette maladie rare, pour accompagner les patients, pour qu'ils reviennent faire leur injection. Donc, c'est avec des nurses qui appellent, c'est avec des programmes, en fait, d'accompagnement sur la réflexion, le stress, la psychologie. Donc, il avait déjà tout mis en place. Donc, au lieu de réinventer l'eau chaude... Il avait le circuit de distribution, c'est ça? En plus, il savait le mettre en place. En fait. Il a la force d'avoir le circuit de distribution, les pharmaciens, les infirmières. Donc, au lieu de réinventer quelque chose, utilisons les forces des uns et de chacun parce qu'on va tous y gagner. D'accord. Et alors, ça, c'est la partie plutôt conventionnelle. Donc, on s'est allié avec lui, on a retravaillé le programme. La partie plutôt découverte, on s'est dit, en fait, cette pathologie, c'est la somme d'un certain nombre de symptômes. Et ça peut être aussi la somme d'un certain nombre de médicaments qu'on prend. C'est 10 ans d'errance thérapeutique. Donc, avant qu'on trouve. Et donc, on lui a demandé, et on travaille avec lui avec trouve-nous des patients, quoi. Un deep mining learning machine dans toutes leurs pharmacies. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à travailler, à screener tout un ensemble de, pas de clients qui viennent à la pharmacie, et on essaye de comprendre, est-ce qu'on pourrait rapprocher une liste de médicaments pris au cours du temps pour essayer de détecter des patients qui n'ont pas encore conscience qu'ils sont malades. Et donc, ça, en fait, c'est la puissance de la data, si tu veux, mais travailler dans un écosystème d'acteurs. Oui, on peut activer tout de suite après, quoi. Exactement. Et légalement, tout est possible, faisable? Alors, légalement, tout est possible, à condition que, bien sûr, il y a toutes les données de data privacy aussi en Chine, mais l'accès
et simplifier, en fait. Disons qu'il y a plus d'opportunités à accéder à plus de data. Donc, nos acteurs... Pour vous, par exemple? Pas forcément pour nous, Pour tout le monde? mais pour des acteurs institutionnels ou des acteurs très chinois. D'accord. Ils ont un accès donné qui est plus facilité. D'accord. Exactement. Et c'est là où je reviens sur le fait, mais ne réinventons pas quelque chose. Oui, non, mais après, là, ça marche parce qu'il y a... Justement, c'est ce que tu appelles des distributeurs qui font qui ont déjà en fait une passerelle établie entre la pharmacie, le patient et quasi l'hôpital. Oui, alors là, c'est plutôt quelque chose. Mais moi, j'ai rencontré des acteurs qui ont des hôpitaux virtuels. Ouais. Toute leur réflexion aujourd'hui, c'est par l'IA, comment en fait ils guident en fait le diagnostic pour avoir un temps médecin plus productif, dans le sens où pour avoir plus de personnes, puisque ça fait quand même prémunir de traiter rapidement les gens, des accompagnements. Donc tous en fait ont des réflexions à je dirais, avancer dans le service et donc dans la capture, si tu veux, du patient. Quoi. Ouais. Je comprends. Du coup, est-ce que j'essaie de transposer une problématique ou française ou peut-être européenne? C'est quoi les trous dans la raquette? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des acteurs un petit peu comme ça qui font des petits trucs. Je vois l'angle légal qui bloque aussi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu dirais comme... Alors là, si je mets en... Qu'est-ce qui manque? Déjà, il faut une intention. Politique et collective, privée, publique, de travailler ensemble. De faire un focus là-dessus, sur ce corridor. Quoi. Exactement. Si tu n'as pas l'intention, en Chine, quand je dis les hôpitaux Internet, il y en a plus de 3000. Donc, c'est des licences quand même qui sont offertes. Bon, bien sûr, avec les garanties de soins. Elles ont été encouragées quelque part. Mais bon, c'est encouragé. Et puis, à des forfaits dédiés, oui. Exactement. Donc, il faut une intention quand même collective, politique, économique, de construire quelque chose avec un continuum qui est de la cohérence. Je pense que le deuxième, c'est la data, tel que tu l'exprimes. En fait, il faut avoir accès à la donnée. Si tu n'as pas accès à la donnée, ça n'a aucune valeur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de beaucoup transposer à travers le produit. On est très fort sur la donnée du produit, mais on est très faible sur la donnée du patient. Et en fait, on se dit tous, le problème, c'est qu'on ne connecte pas produit et patient. Chaque patient est différent, chaque personne est différente. Donc, on perd une puissance, je pense, d'accompagnement, de diagnostic ou autre. Donc, eux, ils ont un accès data qui est plus favorisé. Ils ont basculé dans cette ère digitale. Donc déjà, il y a une digitalisation de l'information qui est très forte, qui est déjà présente. Donc ils ont les conditions, en fait, si tu veux, d'aller trouver les informations. Et de, bien sûr, les maîtriser. Alors après, bien sûr, toutes les informations ne sont pas bonnes, toutes les données ne sont pas bonnes, mais ça prend dans le temps. Donc je dirais qu'il y a... Et puis il y a une culture digitale déjà forte dans le pays. Donc, il y a aussi une acceptation. Mais je pense qu'il y a une maturité digitale qui n'est pas encore très présente dans nos pays, même si on avance très vite. Là, c'est une vision, en fait, à 2030. Comment on arrive à soigner mieux toute une population qui va vieillir, parce que ça représente 25% de leur population. Et puis, surtout, rattraper des critères, en fait, de soins et de santé dans le monde entier. Ils se sont donné l'objectif, de revenir à l'overall survival rate en oncologie à l'équivalent des États-Unis en 2030. Okay. Donc voilà, ils essayent d'avoir ces... Ça marche pour l'instant ? Je dirais que moi, je serais mi-figue, mi-raisin. Parce que oui, il y a un accès à la technologie et nouveaux produits. Mais non, en fait, il y a un accès, en fait, politique de communication. Regardez tous les produits qu'on a enregistrés. Mais l'accès aux patients reste final, relativement en fait, très faible. Donc, il y a cette connexion n'est pas encore faite, je pense, pour vraiment en fait, donner... D'accord, ça veut dire que en fait, le système permet de faire fluidifier d'une certaine manière, la première marche, ne libère pas suffisamment en fait, de... Alors, il y a deux stratégies. La première partie de la vie d'un médicament, elle est très accélérée aujourd'hui en Chine. Par exemple, les temps de recherche et développement en Chine sont 50% moins longs. Enfin, en tout cas, c'est 50% plus vite qu'en Europe. D'accord. Donc le produit arrive plus tôt. Ils ont tout injecté, en fait, dans une envie de devenir le monde du médicament de demain. On n'a pas parlé de recherche, mais ouais. Voilà. D'être la recherche de demain, et c'est un axe stratégique assumé du parti. Donc tout ça, ça va très vite.
Après, il y a toute la partie Et c'est pourquoi, du coup, là, c'est vraiment une histoire de puissance économique Je crois qu'il y a, ou stratégique, souveraineté. il y a une souveraineté du soin. Je reviens en fait au point de départ. Il y a 30% de la population, là, 2030-2050, qui va avoir plus de 65 ans en Chine. Donc, 30%, ça veut dire en fait 300 millions à 400 millions de personnes âgées. Donc, il y a un besoin vital pour eux, de faire tenir, entre guillemets, si tu veux, plus longtemps les personnes avec un bon soin. Donc, ils ne vont pas acheter dans le monde entier. Il fallait donc créer de ce côté-là une souveraineté en fait de production et surtout de médicaments, de nouveaux médicaments pour qu'ils puissent en fait traiter au mieux leur population. Oui, okay. Exactement. La Chine a quand même toujours cette vision d'être autosuffisante au maximum pour pouvoir en fait renfermer s'il y a un sujet ou autre. Donc, l'empire du milieu ne s'étend pas en fait. Il reste très sur lui-même. Bon, même s'il y a les routes de la soie pour créer en fait les connexions dans le monde entier, mais il reste sur lui-même. Donc je pense qu'il y a un enjeu pour eux, sociétal et social. Ne perdons pas de vue qu'on est dans une dictature quand même communiste, avec un contrat qui a été passé il y a une quarantaine d'années. C'est vous faites du business, moi je m'occupe de la politique. Et donc tout contrat en fait se base sur la redistribution de la richesse, le soin et la santé, enfin le well-being, mais aussi l'enrichissement personnel de chacun, quoi. Même si aujourd'hui c'est un peu changé. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu en fait sociétal d'avoir en fait un soin qui soit en tout cas de pointe, meilleur, moins cher, parce que les Chinois ils font toujours moins cher. Ouais. Et donc ce qu'ils sont en train de faire dans la biotechnologie, avec des chiffres qui sont quand même en fait assez impressionnants. Aujourd'hui, 1/3 des molécules développées pour les 10 prochaines années viennent de Chine. Il y a 10 ans, c'était 3%. Donc voilà, ils ont quintuplé, multiplié par 10 leur poids dedans. Demain, ça sera la moitié. Aujourd'hui, sur le développement des ADC, donc ces fameuses nouvelles molécules qui révolutionneront en fait le traitement du cancer, 50% des développements mondiaux sont en Chine. Ils ont déjà 50% de part de marché dans cette technologie. Et dans ces 30%, il y a un quart, c'est de nouvelles molécules, des nouvelles technologies en fait de traitement à venir. Donc, moi, je pense que de toute façon, si ça continue sur cette lancée-là, dans 20-30 ans, une molécule sur 2 viendra de Chine. Une molécule sur 2. Donc, il y a une vraie réflexion aussi, nous, à repenser, parce que les États-Unis sont très souvent le plus grand pourvoyeur de nouvelles molécules avec leur écosystème de start-up ou autre. Je pense que l'Europe, notamment à la suite du Covid, avec toutes ces réflexions de souveraineté, d'autonomisation, ou de réindustrialisation, il y a une grande question qu'on doit se poser. On a quand même des champions pharmaceutiques. C'est comment on remet, donc on réinitie en fait dans cette course, quoi. Voilà, exactement, qu'on renaît un nouveau un nouvel écosystème de biotechnologie. Et je pense que c'est clé pour nous, pour la médecine de demain. Donc ça veut dire, ça, c'est des plans que, par exemple, tu parlais de même de l'hôpital virtuel, c'est des choses qui ont été enclenchées il y a combien de temps, 20 ans? Une dizaine d'années. 10 ans. Ça va très, très vite. Oui, c'est ça. En 10 ans, ils arrivent à avoir un impact d'une stratégie à une échelle du pays. Parce qu'il y a toujours cette, capacité d'exécution locale, interprétée au local. Donc, par exemple, Shanghai, là, ils ont créé, je crois, X mètres carrés ou d'hectares de laboratoires de recherche et de développement, clé en main. Donc, toi, en tant qu'acteur en fait industriel, tu peux venir et dire ça m'intéresse, je prends les locaux. Bon, bien sûr, tu payes un loyer ou autre. Et donc, ils sont là pour attirer au maximum l'investissement étranger ou l'investissement local. Est-ce qu'ils font des choses aussi pour travailler ensemble? C'est à moitié. Ils mixent les. Ils veulent mixer. Public privé, c'est comment? Oui, tout à fait. C'est que du public privé en fait. C'est le public qui a construit en fait cette surface de plateforme de R&D. D'accord. Et après, ils font venir en fait les industriels qui sont intéressés de travailler dedans. Et alors avant, c'était que les étrangers. Maintenant, 50%, c'est des acteurs chinois qui peuvent avoir, moi je pense, le poids d'un Pfizer de demain, très clairement. Avec des... Ça fait quoi? Ça change quoi que ça soit comme ça? C'est la proximité entre tous les acteurs? C'est quoi? Disons qu'en fait... c'est d'être suivi, d'avoir une ligne stratégique, d'avoir... Dans un premier temps, alors c'est juste
gérer en fait un écosystème. Donc l'écosystème, il faut qu'il soit bien balancé et en tout cas bien structuré et équilibré. Donc en fait, ils mettent tout en œuvre pour attirer en fait dans un écosystème, gérer en fait des acteurs qui seraient intéressés. Et d'ailleurs, on le voit. AstraZeneca aujourd'hui a réinvesti énormément dans la R&D en Chine. On voit bien qu'aujourd'hui l'innovation se passe particulièrement ici. Leur temps de développement est réduit parce qu'ils utilisent toutes les technologies de nouvelles digitales, tout ce qui est deep learning machine, et continuellement apprennent. On a des acteurs comme TigerMed, donc un clinical development, une CRO. Ok. Ils font des essais cliniques en dur, là, donc avec des bras classiques. Mais à côté de ça, ils pluguent continuellement tout un ensemble de machines pour pouvoir apprendre et ils font des comparaisons de résultats des essais cliniques avec ce qui a été fait par digital, donc intelligence artificielle, et ce qui a été fait en vrai. Et donc, en fait, comme ça, ils font beaucoup de discovery et surtout de pré-phase 2, phase 1, pour voir est-ce que ça va marcher, pas marcher. D'accord. Donc, Ouais. le temps de décision, ouais. ils accélèrent en fait la décision et surtout l'orientation dans la décision. Moi, il y avait un acteur là qui était qui est toujours un des plus gros en fait D'accord. acteurs biotechnologiques qui, du jour au lendemain, a changé toute sa stratégie Ouais. et qui s'est refocalisé totalement sur les technologies vaccins. En fait, avant, il faisait de l'oncologie, il était dans le neuroscience, a tout arrêté pour se refocaliser. Alors, je pense très certainement sur la technologie des ARN. Parce qu'en fait, c'était, en gros, les peut-être candidats qu'ils avaient, ils les ont amenés plus rapidement au crash test et à se dire, en fait, Je ne sais pas il y a des pourquoi, limites, mais en ouais. fait, il y a Ouais. une Ils voient vélocité plus- de la ils voient décision, plus faire- un Ok. écosystème mis en place, bien sûr, des attractivités, une fiscalité Ouais. qui peut être attractive. Et chaque province, en fait, ont un objectif de PIB, donc de génération de valeur. Donc finalement, il y a une Doivent petite faire naître, compétition ouais. entre eux. Donc, compétition dit finalement conditions de terrain de jeu en fait peut-être plus favorable de temps en temps si on veut investir. Donc ça se tire un peu la bourre, je dirais, pour essayer de construire son pôle d'excellence, son pôle d'innovation. Alors que ça aille de la voiture volante à la biotechnologie ou l'ordinateur quantique. Et vous êtes accueillis comment là-dedans? Nous, en tant qu'acteur Ouais. pharmaceutique, Ouais. tu veux dire de manière Ouais, générale ou globalement. juste Un étranger, ouais. En fait, aujourd'hui, ils ouvrent la porte à nous faire venir pour avoir les investissements, de l'argent, il faut Ouais. faire venir de l'argent, des chercheurs, des têtes. Ils en ont, mais c'est toujours bien de mixer en fait Ouais. les différents profils. Et donc, il y a une ouverture, mais comme ils ont fait sur la voiture électrique. Ils nous font venir, ils prennent les bonnes idées, et puis après, ils vont Regarde nous ce qui se dépasser. passe. Ouais. Exactement. Même si aujourd'hui, je pense qu'ils nous dépassent déjà. Après, il y a une problématique pour la Chine dans ce cadre de l'innovation, c'est que les prix sont très bas en Chine. Et donc, en fait, la question, c'est comment tu payes l'innovation à un prix qui serait 10 fois supérieur en fait aux États-Unis. Voilà, donc il y a les gros acteurs en fait de l'innovation en Chine, les grosses biotechnologies, ils n'ont pas encore la capacité de se projeter à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'ils vendent leurs molécules ou leurs découvertes à des acteurs étrangers en dehors du pays. Donc c'est dit le out-licensing pour avoir de l'argent frais pour continuer en fait à chercher à innover. Ouais. Et cette vision-là justement de niveau de prix, comment c'était perçu, toi, quand tu étais de l'intérieur et ça reste quand même un endroit attractif par ses volumes, par sa stratégie. Quelle est la balance dans tout ça? Alors, moi, j'ai peut-être deux réflexions en fait sur. Alors, la Chine fait peur, soyons très clairs, quels que soient les business, parce que c'est une force de frappe qui est passée très rapidement de je produis à j'innove. Et donc, dès lors, dans cette force de frappe, dans ce pays en fait qui est un peu gigantesque, comment on y perd papier? En fait, c'est toute la question. Donc, elle fait cette peur. Elle a cette peur en fait qu'on appréhende tous en fait avant d'entrer dans ce marché-là. Après, la grande problématique de ce pays, c'est que il y a un réservoir. Enfin, pas problématique. Nous, en tant qu'industriels, c'est il y a un réservoir, un potentiel marché qui est immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le deuxième marché pharmaceutique au monde. Si je prends juste l'innovation, c'est le troisième. Ça va bientôt faire un certain nombre de milliards, 50 milliards, je crois, en 2028 de dollars. Mais ça veut dire que ça ne représente, avec ces 50 milliards, que déjà 10 à 15% du marché US. Et ce 50 milliards, ça ne traite qu'une infime partie de la population. Donc,
Ouais. Voilà, si on prend tous les Ouais. métriques et qu'on additionne Ouais. tout ça, c'est un potentiel de marché qui est immense. Mais, Ceci étant. voilà, exactement. En fait, moi, je dirais que c'est Eldorado ou Mirage. Parce qu'il y a un potentiel de valeur énorme, potentiel de volume, bien sûr, gigantesque. Mais comment capturer cette Comment on recolle les valeur et ce morceaux. volume? Ouais. Très, très difficile. Alors, donc, la première chose dont je parlais, c'est l'accès au marché. Première étape, facilité, mais ce qu'on appelle le landing au patient, l'atterrissage au patient extrêmement compliqué, Mhm. qui demande beaucoup d'intensité commerciale, capitalistique, parce qu'il faut être partout pour pouvoir imprégner, si tu veux, le tissu chinois. Il y a plus de 15 à 20 000 hôpitaux. Juste les 300 premiers, ça représente 25% du marché, mais on est tous dessus, donc c'est une guerre de sang. Hmm. Dans le concept Blue Ocean Strategy, on est sur un Red Ocean, donc il faut aller s'imprégner encore plus bas. Il faut se battre continuellement pour garder le produit. Donc déjà, faire arriver le produit, c'est compliqué. Pression sur les prix. Quand je dis pression sur les prix, c'est-à-dire que si tu veux rentrer dans le système de remboursement, tu dois, parce qu'ils sont je dirais ils sont motivés au pourcentage de baisse, plus qu'à la valeur qui baisse. Donc il faut donner 50%, 60% de baisse de prix. Mais après, ils ont mis en place des volume-based procurement, soit nationaux, soit provinciaux, où on est sur des baisses moyennes de 60 à 80% du prix. Alors parce que après, les Chinois ont des capacités de production locales qui leur permettent D'accord. d'avoir des prix peut-être plus attractifs. Donc déjà, il y a aussi le Pay for Innovations qui est comprimé. Donc ça, c'est un vrai sujet pour le coup de capturer cette valeur. Et puis le dernier, c'est que le marché reste très en fait à la discrétion du consommateur, je dirais. Parce que 50% du marché, en fait, en valeur, ça sort de la poche du patient. Toujours, ouais. Toujours. Donc, bon, là, on parle de crise macroéconomique et des gens font des choix de traitement. Ça peut faire ralentir des croissances. Mais bon, on est toujours des croissances de 15 à 20%. Ouais. C'est quand même pas mal. Hein. Mais donc, ces trois facteurs limitants, je Ouais. pense, nous, en fait, est-ce que c'est un mirage qu'on peut vraiment capturer cette valeur? Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient fait des stratégies, par exemple, de sacrifier le prix pour avoir du volume. Après, il faut aller capturer ce volume, en fait. Ouais. Et c'est pas si simple. Ouais. Donc, Ouais, là, tu racontes en fait, la vie de quelqu'un qui rentre là-bas et qui veut le faire. Et j'aimerais avoir un peu le learning de qu'est-ce que. Tu vois, est-ce que. Enfin, comment en comment on fait, on pourrait faire valorise. mieux? Ouais, comment en Europe, tu vois, quel learning tu peux prendre? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des produits chinois qui arrivent en Europe qui, du coup, cassent les prix en arrivant. On a les US qui se questionnent. Il y a toujours. L'innovation a toujours un coût. En fait, qu'est-ce que. Eux, ils disent pas, tiens, on va faire le lien entre l'innovation concrète. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, en fait, je sais pas, plus basées pour faire le lien entre l'innovation et le coût? En fait, alors pour nous, tu veux dire en termes de qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça, ou c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut prendre de ça pour Ouais, enfin, ça revient à est-ce que c'est viable et du coup, qu'est-ce qu'on peut prendre en fait? C'est quoi la tendance vu qu'en fait on a un peu trois modèles qui sont complètement différents, mais aucun qui marche. Enfin, aucun à part un qui récompense l'innovation, mais qui est pas viable. faut trouver le bon équilibre. Je t'emmène un peu doucement sur une vision de la pharma, mais c'est vrai que c'est des histoires de pricing ou de modèle en fait, tout simplement. Alors, je pense que de manière assez iconoclaste, toute la réflexion prix, en tout cas, quels que soient les pays, on en arrive à la même conclusion. C'est combien ils peuvent payer pour un certain nombre de personnes. Alors, toutes les données, je dirais, health economics, la valeur en fait générée dans la durée, moi, je pense qu'à la fin, on en arrive juste à ça va me coûter 100 pour 100 personnes, donc ça me fait 1000. Donc, je crois que c'est quand même compliqué de trouver le bon équilibre en fait dans ces trois visions, qui est celle de je paye l'innovation, mais en fait les gens ne peuvent pas se payer les traitements, ou vice versa, je paye pas l'innovation, mais je peux pas continuer à développer. Je dirais que après, en plus, tu as travaillé dans les maladies rares, donc tu as vu. En fait, il faut trouver de la coopération, collaboration. La Chine a une puissance de feu d'exécution quand même qui est assez impressionnante et qui mérite. Je pense que c'est des bons moves d'aller en fait faire de la recherche combinée avec eux parce qu'ils peuvent rapidement tester en fait la valeur d'un produit ou la puissance potentielle en fait de la molécule. Et ils ont l'infrastructure qui s'est quand même fortement améliorée. C'est pas encore totalement idéal, mais c'est quand même extrêmement fortement amélioré. Toutes les technologies.
Donc, je pense qu'on peut apprendre déjà, on peut apprendre et réfléchir comment on utilise les nouvelles technologies et comment on les réapplique dans notre environnement européen. Mais ça voudrait dire que c'est une réflexion réglementaire avec un cadre législatif et voire même des incitations fiscales pour pouvoir ramener, en fait, si tu veux, une énergie créatrice. C'est surtout ça. Mais la Chine, est dans l'exécution, notamment dans la détection, puis après testing patient, phase 2, phase 3, enfin phase 1, phase 2, peut être vraiment un partenaire sur lequel il faudrait travailler. Je dirais qu'il faudrait faire ce que la Chine nous a fait, d'une certaine manière, au début. Quand on voulait, en fait, investir en Chine, il fallait amener notre technologie. Faisons venir les Chinois avec leurs réflexions, leurs propositions, et commençons nous aussi à dupliquer ce qu'ils mettent en place. Après, sur la discussion du prix, en fait. Ou de la valeur. Ou de la valeur, en fait, de l'innovation. Je pense que ça, c'est la question la plus épineuse qui soit. Comment on arrive à équilibrer recettes et dépenses. C'est je dirais que c'est pas forcément un pays c'est pas forcément une géographie qui aide à valoriser ça, j'en sais rien, mais à donner des pistes ou disons que en fait, fiscalement ils ont réussi à attirer en fait un bout de la chaîne, mais après ils récompensent pas forcément l'industriel hormis sur le volume, quoi. Mais je pense que c'est la question qu'ils vont se poser, à savoir comment ils vont peut-être mieux rémunérer la valeur de l'innovation. Alors ils ont alors, on a, on va dire, le système qu'on appelle le basique de couverture médicale avec ses limites et ses capacités, en fait, de couverture. Ils ont commencé à développer ce qu'on appelle les assurances privées. Donc là, c'est une américanisation, je dirais, finalement, du soin. Alors, je pense qu'en fait, ce qu'on pourrait apprendre de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'est qu'ils testent. Ils sont vraiment dans un mode start-up permanent, test and learn. Donc, ils mettent en place, ils testent, mais rapidement, ils tuent le projet qui ne marche pas. Donc, ils n'empilent pas des couches et des couches et des couches. Alors, bien sûr, ils ont aussi leur rigidité administrative, leurs problèmes, mais ils testent. Nous, il faudrait ramener cet esprit un peu de test. Après, ça veut dire aussi faire mourir. Et après, il faut aussi apprendre de ses erreurs. Est-ce que tu veux me partager un peu peut-être une vision sur la pharma? Parce que c'était passionnant tout ce que tu me racontes. Je pense qu'on a dit une infime partie de tout ce que tu auras à nous raconter. J'ai déjà compris beaucoup sur l'état d'esprit, de l'organisation, comme tu dis, de la vivacité, quoi. Et en termes de vision, comment, si on prend un œil un peu plus global sur la pharma, peut-être, je sais pas, tu choisis. Oui, alors global, local. Moi, je dirais, ma vision des choses, en tout cas après 20 années à regarder et à voir des choses à droite, à gauche. Alors, avant de rentrer dans ma vision, je dirais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que je rentrais dans un pays ou que je découvrais un pays, que ce soit la République tchèque, la Suède ou autre, chaque fois j'arrivais face à des équipes locales qui me disaient « Oui, mais tu sais, moi, dans mon pays, c'est complètement différent. » Alors, en fait, c'est pas différent. Okay. Je dirais que 50%, c'est la même chose d'une certaine manière, dans le mécanisme, le business model, dans les problématiques étatiques, institutionnelles. Bien sûr, il y a 50%, c'est de la spécificité. Bon, il y en a un qui est tout hôpital, il y en a un qui font que les appels d'offres au Danemark, en France. Donc, il y a des spécificités, mais il y a quand même énormément de commonalities, de choses en commun. Et de contexte aussi qui est un peu similaire. Exactement, et de contexte similaire à différents moments peut-être de ce contexte, par rapport à la progression du pays sur ses réalités. Parce que moi, je trouve il y a 3 choses qui m'animeraient en fait dans un futur. C'est on a un purpose en fait pharmaceutique, on a une ambition, on a une vision en fait en tant qu'industrie de pharmaceutique de donner du soin, du bon soin. De sauver les gens, d'une certaine manière que ce soit. Et même pour nous, on parle de patients, mais en fait, au final, ça peut être nos familles. C'est pour ça que tout le monde se sent concerné. Exactement. Et je trouverais que si nos grands groupes pouvaient réincarner, en fait, une dimension, non pas financiarisée du succès, mais une dimension plus de le soin apporté, le bien-être dans le soin apporté, avec une vision politique, tu vois, de relancer l'innovation, relancer en fait un écosystème biotechnologique. S'inclure dans une société, quoi. Je pense que c'est un vrai virage qu'on doit prendre, mais ça nécessite donc de prendre un courage, je pense,
de parler, de dire, de rééduquer. On a un gros sujet finalement de remettre De narratif de la science, quoi. exactement dans le monde de demain. Je pense qu'il faut redécouvrir la manière dont on peut peut-être créer un package de services autour du produit, autour de l'accompagnement patient, pour pouvoir transformer notre business model. Et peut-être, on a commencé à tâtonner là-dessus. Donc, on passerait d'une vente à un conseil, mais ça impose énormément de transformation sociétale, d'interaction aussi avec les institutions, parce qu'il faut que tu aies de la donnée. Et je pense qu'il y a une vraie révolution à faire là-dessus. Il y a une Moi, je intégration parlais dans le sang, des interactions, des écosystèmes de partenariat. Donc, c'est transformer le partenariat. Le partenariat, on est dans je gagne, tu gagnes. Moi, je pense qu'il faut faire des écosystèmes où tout le monde va gagner 1,5 fois en fait ce qu'il avait prévu. C'est des grands chantiers qui ne se font pas tout seuls, Ça sera mais pas il tout va bien seul, falloir que quelqu'un les fasse, quelqu'un les mène. Il va falloir y tenter, mais c'est comme des Blue Ocean stratégies, en fait. De temps en temps, il faut juste additionner 2 choses pour en faire une nouvelle. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce mot de la fin. De dire, on a fait un grand voyage à travers l'innovation, les business models et innovation à travers les géographies pour finalement se dire que non, on n'est pas tous aussi différents. Exactement. Je pense qu'on a le même but. Si nos éditeurs ont envie de te poser des questions, de te contacter, où est-ce que tu veux les diriger ? Par mon LinkedIn. Ils peuvent, sur ton LinkedIn. voilà, C'est parfait. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, Nathalie. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.